Bienvenue à la conférence « Les 10 clés pour faire vivre votre stratégie de vente ». J'imagine que si vous êtes venu assister à cette conférence, c'est que le sujet vous intéresse et certainement vous captive. Les ventes sont aujourd'hui, comme par le passé, le nerf de la guerre de beaucoup d'entreprises. Seulement aujourd'hui, plus que jamais, l'évolution des technologies font que les choses sont différentes. Et malgré ça, nous avons toujours affaire à des individus. Donc nous allons voir ensemble comment on peut faire vivre sa stratégie, pourquoi on va essayer de comprendre aussi pourquoi certaines entreprises n'arrivent pas à faire vivre cette stratégie. Et à la fin de cette conférence, vous aurez un certain nombre de clés que vous pourrez mettre en application. Je vous présente ce petit dessin humoristique qui, j'espère, ne reflète pas ce que vous vivez avec votre stratégie de vente. On peut imaginer sur la gauche, en haut, un dirigeant d'entreprise qui voit sa stratégie bien organisée avec cette balançoire présentée. Dans la deuxième image, on voit ici la même stratégie comprise par le collaborateur direct. Interprétée par le gérant des ventes, il y a une espèce de distorsion à ce niveau-là. Transformée par le service administratif, appliqué par vos équipes de représentants et rétabli par le service après-vente. Bien évidemment, il s'agit d'une caricature. J'espère que ce n'est pas de cette manière-là que votre stratégie de vente est représentée dans votre entreprise, mais il se peut qu'il y ait une distorsion et qu'il y ait un écart assez grand entre ce que l'on souhaite atteindre et ce qui se passe réellement sur le terrain. Pour illustrer cela, on va tout de suite parler des difficultés que rencontre la direction ou le département de marketing qui bien souvent sont en charge de développer et de mettre en place une stratégie. Bien souvent, ce que l'on entend de la part de la haute direction ou bien du département marketing, quand ils font référence à ce qui se passe sur le terrain, eh bien, ils disent nos stratégies sont bonnes, mais nos représentants, les gens qui sont impliqués dans les ventes, n'appliquent pas nos recommandations et se laissent souvent influencer par leurs clients. Une enquête dernièrement a été réalisée qui montre que 59% des équipes de direction sont insatisfaites de la manière dont leur stratégie est aujourd'hui appliquée par les gens de terrain. Par contre, si on écoute les gens de terrain, eux ont leur mot à dire et voilà leurs commentaires. Nos stratégies sont mauvaises, ils ne connaissent pas le terrain et nos compétiteurs ont des meilleurs produits à des meilleurs prix. Bien souvent, le discours est ils ne connaissent pas ce qu'il faut, ils travaillent dans une tour d'ivoire. Là encore, des chiffres assez impressionnants. 43% des directeurs de vente sont insatisfaits des stratégies qui sont mises en place ou par la direction ou par le département marketing. Des chiffres encore, seulement 15% des stratégies de vente sont présentes dans l'esprit des représentants en contact quotidien avec les clients. Quelque chose d'aberrant lorsqu'on demande bien souvent à des représentants ou à des personnes impliquées dans les ventes, qui sont en relation avec des clients, et qu'on leur demande à quoi ressemble votre stratégie, bien souvent on entend dire « il faut vendre plus ». Ça n'a pas grand-chose à voir avec une stratégie de vente où normalement on a des priorités clients, des priorités produits. Alors quelques raison qui explique peut-être ce manque d'implication de la stratégie, un manque d'outils, pas suffisamment clairs, souvent mal comprises, peu ou pas acceptées, des compétences qui ne sont pas adéquates et une communication qui n'est pas toujours parfaite. Alors bien évidemment, nous allons voir dans le détail comment et quelles sont les raisons pour lesquelles ces stratégies ont des difficultés d'être mises en application et comment surtout on peut y remédier. Moins de 50% des équipes de vente, on y inclut ici les représentants, le service à la clientèle, toutes les personnes en contact avec des clients, sont capables de définir la stratégie de leur société. C'est pourtant pas faute de la présenter, de la répéter en permanence, mais les résultats sont là. Bien plus encore, ils ne savent pas comment se comporter pour mettre en œuvre ces stratégies dans leurs contacts clients et prospects. Toute stratégie de vente est limitée par la capacité de vos employés à la faire vivre au quotidien. Quelle que soit la qualité de votre stratégie, il faut comprendre qu'elle est limitée par les individus qui composent votre compagnie. Et c'est ce que nous allons voir dans quelques instants à travers les 10 clés que je vous propose de parcourir. La première de ces clés, c'est très souvent un manque d'implication de la force de vente.
Alors, c'est quoi ce manque d'implication? C'est, comme on l'a vu tout à l'heure, une équipe de direction, une équipe de marketing qui va, parce qu'elle a des visions, parce qu'elle a fait des études de marché, décider d'une orientation à donner à l'entreprise. Bien souvent, cette orientation est très bonne, mais une manque d'implication a été réalisée. On n'a pas forcément interrogé les personnes du terrain, et les résultats de ce manque d'implication sont les suivants. Un potentiel considérablement inexploité. Nous avons des gens qui sont en permanence avec le client, qu'on n'a pas impliqués et qui n'appliquent pas ce qu'on voudrait qu'ils appliquent. Une aberration. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les impliquer beaucoup plus en discutant en amont avec la force de vente, éventuellement faire des questionnaires, faire des réunions, faire des visites conjointes sur le terrain pour prendre le pouls. Même si les décisions seront celles de la haute direction, au moins, les personnes de terrain auront le sentiment d'avoir été impliquées, et ce qui va faire une grande différence dans l'application de cette force de vente. Passons à la clé numéro 2. La clé numéro 2, une sous-estimation de l'importance du bien-être au travail. De plus en plus, avec les nouvelles générations, on a sous-estimé l'importance du bien-être, et pourtant, les chiffres sont là. Plus de 40% de productivité en plus lorsqu'on a des employés qui sont heureux. Les conséquences de pas tenir compte de cela, ce sont des énergies investies au mauvais endroit. Alors, comment y remédier? Plusieurs manières, bien évidemment, en étant plus proche de ses employés et en mettant en place, entre autres, une culture de bien-être, installer le flow chez chaque employé. Alors, qu'est-ce que le flow? Le flow est un concept qui a été développé par un psychologue qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, qui explique que nous avons des émotions de différentes natures, qui sont des émotions que nous vivons dans le cadre professionnel ou personnel, et qui ont de différents impacts sur notre manière de fonctionner. L'émotion idéale, c'est celle que nous appelons le flow, qui rend les gens productifs, créatifs et heureux de faire ce qu'ils ont à faire. Intéressant de voir que si on n'est pas dans le flow, comme on le voit à travers cette boussole émotionnelle, eh bien, nous sommes dans un autre type d'émotion. On peut être en excitation, en anxiété, en stress, on peut être inquiet, on peut être ennuyé, on peut être détaché, ce qui explique d'une part éventuellement le présentéisme ou l'absentéisme. Alors comment et pourquoi on arrive à rendre des individus dans cet état émotionnel préférable qui est le flow? Eh bien, il s'agit d'avoir la possibilité d'utiliser les compétences que l'on a, que l'on se reconnaît, et d'avoir un niveau de défi, un niveau de difficulté suffisamment élevé. Donc, intéressant de s'interroger sur est-ce que oui ou non mes employés, mes équipes de vente sont aujourd'hui dans le flow. Il existe des outils qui permettent de mesurer cet état de flow. Je fais partie des personnes qui sont certifiées, entre autres, pour utiliser un outil développé par la compagnie Interqualia, qui mesure l'état de bien-être des individus et qui permet d'accompagner, de coacher les individus pour les amener dans l'état souhaité. Là encore, quels sont les savoir-faire indispensables pour atteindre sa stratégie? Avons-nous défini les savoir-faire qui allaient être ceux qui allaient être à déployer pour obtenir les nouveaux clients, vendre les nouveaux produits? Les aptitudes, c'est quoi? C'est quelque chose que nous avons ou que nous n'avons pas bien souvent à la naissance, qui sont des ingrédients qui vont être utiles en fonction des métiers. Aptitude, on va donner quelques exemples, la flexibilité, la créativité, le sens de l'humour, l'agilité. Peu de choses peuvent être faites malheureusement au niveau des aptitudes lorsque la personne est en place. On peut travailler, mais ça prend du temps. D'où l'intérêt dans ces aptitudes de les surveiller, de les mesurer au préalable lorsque l'on recrute quelqu'un. Et puis enfin, dernier élément, la motivation. La motivation, c'est quoi? C'est le moteur, c'est ce qui va donner envie à une personne de se mettre en mouvement. Et la motivation, c'est pas seulement de vouloir gagner de l'argent. On va en parler dans quelques instants de comment on peut mesurer la motivation de nos employés. Mais la motivation, ça va être la motivation que chacun de mes employés a à faire vivre la stratégie et non pas leur stratégie de leur territoire. Si aujourd'hui on demande à des représentants, à des vendeurs, à des personnes dans la vente de trouver des nouveaux clients, de vendre certains produits, quelle motivation
ont-ils, on a vu tout à l'heure que ça pouvait être influencé bien évidemment par les incentives, mais ont-ils les motivations? Et essayer de comprendre pourquoi quelqu'un ne serait pas motivé à vendre un produit ou à vendre à une certaine famille de clients. Il y a plusieurs raisons. Et c'est une chaîne. Si quelqu'un, imaginez quelqu'un qui n'est pas bon, on a vu la qualité, ou qui ne connaît pas bien un produit. Ça se transforme dans la qualité, donc à chaque fois qu'il en parle, il ne s'en sent pas confiant et il n'a pas les résultats. Ça va jouer directement sur sa motivation à recommencer la prochaine fois. Donc forcément, en quantité, je vais parler moins de ce produit-là parce que je ne me sens pas bien. Donc beaucoup d'entreprises cherchent à motiver les individus pour essayer d'obtenir des résultats. Il faut regarder le problème d'une autre manière. Il faut regarder comment puis-je faire en sorte que mon équipe atteigne les résultats de manière à ce qu'ils soient motivés. Et pour ce faire, nous en arrivons au rôle essentiel de l'encadrement direct. Qui a, pour le manager, quel rôle a-t-il? Il a bien évidemment comme mission de suivre et garantir les résultats, puisque c'est ce qu'on lui demande. Il doit, avec la collaboration de ses collaborateurs, mettre en place un plan d'action qui va garantir les résultats. Combien de visites, chez quel client doit-on aller, quelle attitude dois-je avoir chez mon client? Planifier ce plan d'action et bien évidemment le suivre et l'analyser de manière permanente, car on ne gère pas les résultats, nous pouvons gérer les activités, mais pas les résultats. Les résultats étant la conséquence des activités qui ont été faites ou pas faites. Prenez un exemple, si vous regardez aujourd'hui vos résultats, ils ne sont que la conséquence des efforts, des activités qui ont été faites par votre équipe dans les 3, les 6 derniers mois. Si vous voulez avoir une idée à quoi vont ressembler vos résultats dans 3 mois, 6 mois, prenez chacun de vos représentants, de vos personnes impliquées dans la vente et demandez-leur de vous présenter le plan d'action qu'ils ont prévu pour atteindre leurs résultats. Si ce plan d'action est en ligne, il n'y aura qu'à le suivre et s'assurer qu'il est suivi. S'il ne correspond pas à ce que vous souhaitez, il n'est pas trop tard pour mettre les actions correctives. Et enfin, dernier élément, rôle indispensable et certainement pour moi le plus important et le plus intéressant chez un gestionnaire, mesurer, développer les compétences des individus. Mesurer leur niveau de connaissance, de savoir-faire, mesurer leur motivation et développer pour qu'ils aient le bon niveau de manière à ce que les activités attendues soient faites à la bonne place et donnent les bons résultats. Demander à quelqu'un de faire quelque chose sans avoir vérifié qu'il a les connaissances, sans avoir développé cette personne à faire ce qu'on attend d'elle, c'est envoyer les personnes dans le mur. Donc, voici les leviers de la performance. Vous comprenez que le rôle de la direction est bien évidemment de fixer des objectifs, mais d'aller plus loin. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire du babysitting et de suivre tous les jours l'activité des individus, mais c'est quelque chose d'indispensable. Il existe de nombreux outils permettant de faire ça. Je suis moi-même certifié et distribue un outil qui s'appelle Sales Track, qui permet de mesurer de manière très précise les activités, qui rend l'information beaucoup plus facile et qui permet d'avoir une meilleure visibilité des résultats à venir.